La science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LYFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous et merci d'être fidèle au rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Alexandra D'Imperio. Bonjour Alexandra. Bonjour Jean-Marc. Alors on va faire un petit jeu. Je suis une maladie due à une bactérie du genre Borrelia. Je suis transmise par des piqûres de tiques. Je suis un problème de santé publique majeur en France avec plus de 50 000 nouveaux cas par an. Je suis aussi à l'origine de controverses, de polémiques. Je suis, bien sûr vous avez trouvé, je suis la maladie de Lyme. C'est le thème principal de notre émission ce matin. Et pour répondre à notre question, on a le plaisir d'avoir avec nous Pierre Ecker et Alain Trautmann. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pierre Ecker, vous êtes coprésident de l'association Relais de Lyme, membre du conseil d'administration de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques. À ce titre, vous avez participé à de nombreux travaux, dont la rédaction récente de la recommandation de bonnes pratiques de la Haute Autorité en Santé, donc publié en juin dernier, c'est ça ? Oui, publié en juin, oui, sur le site de la HAS. Vous avez également publié un petit livre de prévention de vulgarisation qui est remarquable, qui s'appelle La tactique de la tique. Et vous avez été vous-même atteint par la maladie de Lyme. Voilà, c'est une histoire que j'ai traversée aussi bien sur l'attente d'un diagnostic pendant une année, donc cette errance, et puis après voir petit à petit comment on pouvait remonter la pente. Donc dans mon cas, c'était une neuroborréliose due à la fréquentation des forêts suite à mon activité professionnelle, donc ingénieur de l'information géographique et forestière. J'ai travaillé dès les années 80 pendant des mois en forêt, donc les Vosges, le Jura, etc. Je les connais un peu toutes. Et on a remarqué une augmentation progressive du nombre de piqûres. On était souvent piqués à une époque où il n'y avait pas de prévention, où il n'y avait pas les répulsifs n'étaient pas franchement à l'ordre du jour, le tire-tique non plus. Et on se débrouillait comme on pouvait. On était tous beaucoup piqués, sauf peut-être un collègue. Donc je pense qu'on n'est pas égaux devant la tique. Et petit à petit, je sentais tout un tas de symptômes qui arrivaient, mais avec une trentaine d'années, en étant costaud, je tenais tout ça à bout de bras. Et je dirais que assez longtemps après, en 2006, régulièrement, j'étais vraiment de moins en moins bien. Et en 2012, j'ai été totalement au tapis. Et malgré un ELISA positif et puis un Western blot qui était borderline, voilà, ça m'a été un petit peu difficile ça faisait plutôt bâiller les médecins quand ils voyaient les sérologies. Et j'ai plongé dans des mois et des mois je dirais, d'errance. Et après, j'ai rebondi en lisant un peu des travaux faits par des médecins allemands, en fait, des très bons bouquins de l'époque. Et là, j'ai eu la conviction que oui, j'étais dans une neuroborréliose. J'ai pu, rencontrer un médecin qui connaissait bien la maladie. Et au bout de 4 mois d'antibiothérapie et après beaucoup d'autres types de compléments, j'ai retrouvé... Je suis passé de 52 symptômes, certains très très invalidants, comme atteinte sur la parole, atteinte sur la vue, à finalement un état normal au quotidien. Et je me suis dit, bien, je vais m'engager pour que ça n'arrive pas à d'autres. Et voilà, donc ce qui m'a frappé quand même quand on voit, par exemple, en 89, Éric Dournon, donc qui est le médecin qui a sensibilisé le professeur Perron à la maladie de Lyme, qui avait écrit un livre déjà, et dans l'introduction, il était marqué « Cette mise au point devrait être lue par tous les médecins généralistes et spécialistes. Au terme de cette lecture, ils se demanderaient certainement si tel ou tel de leurs patients n'était pas en fait une maladie de Lyme. » Donc en fait, il y avait déjà des prémices, un intérêt à cette époque, et ça a mis longtemps, quoi.
Alors on va bien sûr revenir sur ces parcours de malades, les symptômes, le traitement médical. On a comme deuxième invité ce matin Alain Trautmann. Alain Trautmann, vous êtes biologiste, chercheur au CNRS, émérite. Alors émérite, ça veut dire que vous avez beaucoup de mérite, mais ça veut dire si vous êtes encore en activité. Ça veut juste dire que je suis un retraité actif. Un retraité actif. Vos thématiques de recherche portent plutôt sur l'immunothérapie des cancers, mais vous vous êtes récemment intéressé de très près à la maladie de Lyme. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager de la sorte sur ce thème, sur la maladie de Lyme ? L'essentiel de mes activités professionnelles reste l'immunothérapie des cancers, mais si je me suis intéressé à Lyme, c'est de façon un peu accidentelle, tout simplement parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est touché par cette maladie, qui est pas biologiste, et je me suis senti la responsabilité d'abord de lui expliquer. Et avant de lui expliquer, il a fallu que je m'informe, et plus je m'informais, plus je m'apercevais que c'était compliqué, polémique, et du coup, j'ai commencé à discuter avec des gens qui militaient dans ce milieu-là, et je trouve que d'une part, la question est passionnante, d'autre part, les politiques publiques qui sont faites actuellement sont absolument pas à la hauteur, et enfin, il y a des choses à faire. C'est surtout ça qui me motive, c'est pas de polémiquer, c'est d'essayer de faire des propositions. Et de faire avancer les choses. Alors on va revenir un peu plus tard sur le cœur de cette controverse, mais peut-être avant quelques données qui ne font pas controverse. Donc je citais dans l'introduction plus de 50 000 cas par an en France, c'est absolument énorme. Est-ce qu'on est sûr de ce chiffre déjà ? Ce chiffre, en tous les cas, on est certain qu'au minimum c'est ça, puisqu'il est basé sur le réseau Sentinelle, qui s'appuie sur la constatation d'un érythème ou d'une sérologie positive, mais on sait très bien que l'érythème n'est pas systématique. C'est d'ailleurs un des problèmes. Un malade qui a été piqué et qui n'a pas d'érythème sera pas vigilant, il va glisser petit à petit vers la maladie, alors que là il sera alerté. Et puis les sérologies ne sont pas du tout positives systématiquement. D'accord, donc du coup le chiffre il sous-estime probablement la réalité. Il faut quand même préciser ce que veut dire ce chiffre. Ça veut dire que chez 50 000 personnes au moins, sans doute beaucoup plus, il y a eu une morsure de tique infectieuse. Infectieuse parce qu'il y a des tiques qui vous mordent et puis elles n'ont pas de pathogène dedans, puis voilà, la tique va tomber, on n'en parle plus. Celle-là, il y en a... C'est d'ailleurs le cas de la plupart des morsures de tiques. À combien on estime le pourcentage de morsures infectieuses ? On dit entre 5 et 30% sont infectieuses, ça dépend des endroits, voilà. Oui, tout à fait. Et donc, il y a 50 000 nouveaux cas de morsures avec infection. Dans ces 50 000 nouveaux cas, aujourd'hui où les médecins sont alertés, beaucoup de gens sont traités par des antibiotiques tout de suite, et on sait qu'un traitement antibiotique de 10 jours, quand c'est pris tout de suite, en gros, ça marche parfaitement, c'est-à-dire que l'infection est jugulée. En revanche, parmi les gens qui ont été mordus et infectés, il y en a un certain nombre, premièrement, qui ne vont pas forcément voir la piqûre, ou qui ont omis de traiter, ou le médecin n'était pas au courant et ne savait pas qu'il fallait absolument faire ça, et donc à ce moment-là, la maladie va commencer à s'installer. Donc c'est pas 50 000 cas de maladies chroniques graves, mais c'est 50 000 infections parmi lesquelles un certain pourcentage mal défini, et ça personne n'a les chiffres, vont développer une pathologie chronique qui peut être gravissime. Sur ces chiffres, est-ce qu'on a une idée de la tendance ? C'est en augmentation ou c'est stable ? Alors le mode d'observation a été le même sur plusieurs années. Enfin, je veux dire, le réseau Sentinelle a utilisé les mêmes critères. On peut constater que le nombre de cas affichés, par le réseau Sentinelle a doublé entre 2014 et 2016. Et qu'il a été multiplié par 10 entre 2006 et 2016, selon le même mode de comptage. C'est exactement les mêmes chiffres aux États-Unis en proportion, c'est-à-dire les États-Unis ils sont à peu près 5 fois plus nombreux que nous, et ils n'ont pas 50 000 mais 300 000 nouveaux cas par an, et là, sur la dernière période, il y a des fortes augmentations. Alors il y a des États où ça augmente un peu, il y a les États les plus touchés, il y en a où c'est 300% d'augmentation sur les derniers 10 ans. Donc globalement, on peut dire que dans pas mal de pays, c'est une maladie qui est en forte augmentation. Est-ce qu'on a une idée de la cause ou des causes de cette augmentation ? Certainement l'augmentation de tiques contaminés.
Le mode de vie aussi, enfin l'explosion des loisirs verts, parce qu'en fait la tique, on sait que 50% des piqûres sont en milieu forestier. Après 30% c'est dans les parcs et les jardins. Donc les jardins, ça peut être public, mais beaucoup les jardins privés, qui soient potagers, d'agréments, etc. Et par le biais des randonnées, le fait d'être dans la nature, avec des mauvaises pratiques, parce qu'il faut pas s'allonger dans l'herbe, enfin toutes ces choses-là dont on reparlera. Il y a une façon d'utiliser la nature, il y a des précautions à prendre, et je trouve que le fait qu'il y ait 50 000 nouveaux cas par an est un peu une déculottée en termes de prévention pour l'instant. Il faut vraiment qu'on s'améliore. Si on parle des populations les plus touchées, vous venez de nous parler des loisirs verts qui se développent, il y a aussi des populations qui professionnellement sont plus exposées que d'autres. Vous citiez votre propre cas par exemple. Oui, bien sûr, on sait que pour les forestiers, évidemment, le taux de malades est beaucoup plus important, mais il y a aussi toute la pratique du trail, du jogging, enfin, etc. Enfin, il y a... évidemment, ceux qui travaillent dans les espaces verts sont en première ligne. Mais finalement, si on réfléchit bien, chacun à un moment ou à un autre est en contact avec la nature. Oui, c'est une bonne chose. Il faut s'en réjouir. Oui. Si on reste à l'échelle de la France, est-ce que c'est uniformément réparti sur le territoire ou est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres ? C'est pas régulièrement réparti en fait. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'évolution de cette carte, parce que dans le temps on disait toujours que c'était l'est de la France, c'était les Vosges, etc. Et c'était vrai, hein. Je veux dire, il y a 15-20 ans, certainement beaucoup plus par là. Mais on sait maintenant que le centre de la France, le Limousin particulièrement, a détrôné, si on peut dire, les Vosges. D'accord. Alors venons-en à la maladie elle-même. Quels sont les premiers symptômes ? Alors le premier symptôme qu'on dit pathognomonique, donc qui signe vraiment la maladie, et ça c'est quand même pratique d'avoir enfin sur la maladie de Lyme un symptôme qui n'appartient qu'à elle. Qui est spécifique à la maladie. Voilà, c'est l'érythème, donc cette cocarde qui apparaît au point de piqûre, qui devient plus clair au centre et qui devient, disons, plutôt une couronne colorée et qui a tendance à grossir. Comme on l'a dit, c'est pas du tout systématique, il y a plein de formes d'érythème. Si on a été piqué ou si un enfant par exemple a été piqué au niveau du cuir chevelu, l'érythème on le verra pas bien à ce niveau-là. Donc ça c'est le premier point. Après si ce symptôme est passé inaperçu et que la personne glisse vers la maladie, souvent on peut avoir l'équivalent un peu d'une grippe estivale, vraiment d'un seul coup d'être pas bien du tout sur 2-3 jours. Et puis la fatigue peut commencer à s'installer, ainsi que des douleurs articulaires, etc. Alors des fois, c'est pas complètement linéaire. Il y a des personnes qui tombent massivement dans la maladie, et d'autres, il va y avoir une mauvaise période comme ça, et à nouveau, peut-être le système immunitaire qui reprend un petit peu le dessus. Pendant quelques mois, ils vont aller mieux, donc en termes de vigilance, c'est pas très facile. C'est pas comme d'autres maladies où on la voit progresser. Voilà, et puis vous citiez une sorte de grippe estivale. C'est une des difficultés du diagnostic, c'est qu'il y a un certain nombre de symptômes qui sont absolument pas spécifiques à la maladie de Lyme. La plupart des symptômes, oui, effectivement. Après, disons, ce qui va permettre à un spécialiste de s'orienter, c'est l'accumulation des symptômes, on va dire la description un peu d'un tableau clinique, où là, la suspicion va augmenter, mais même là-dessus, ça peut ressembler à d'autres tableaux. C'est très très compliqué. Mais j'insiste sur l'association, c'est-à-dire que, par exemple, le fait d'avoir des douleurs articulaires, il y a des gens qui ont des rhumatismes. Le fait d'être fatigué, il y a beaucoup de causes possibles à la fatigue. Le fait d'avoir le cerveau dans le brouillard, il y a beaucoup de gens qui, ça peut dire que c'est la maladie de Lyme. En revanche, si à un moment donné, on voit apparaître simultanément ces 3 signes, fortes douleurs articulaires qui peuvent être invalidantes au point qu'on n'arrive plus à bouger, plus le cerveau complètement dans le brouillard, les gens qui ont des pertes de mémoire, difficultés d'élocution, etc., plus une fatigue terrible, ces 3 signes associés arrivant en même temps, alors là, c'est vraiment quelque chose qui oblige à se poser la question. Question toute bête, est-ce qu'on guérit de la maladie de Lyme à ces stades que vous décrivez, très handicapants, avancés ? Globalement, il y a différents types de maladies, il y a différentes formes, et intensités. On peut dire que quand la maladie est installée, qu'elle devient persistante, chronique, et ça c'est un sujet qui fait polémique bien sûr, on constate
qu'il peut y avoir des hauts et des bas, des améliorations, des périodes où ça va tout à fait bien, et après une rechute. Donc finalement, on est déjà très content d'être amélioré pour reprendre une vie normale, mais on sait aussi qu'il y a cette épée de Damoclès. Via les associations, on a quand même des milliers de témoignages, et même s'il est certain que ceux qui guérissent vraiment bien disparaissent, ne communiquent plus trop, une fois guéris, néanmoins, il en reste beaucoup qui ont un cycle comme ça. Pour compléter, je pense qu'on peut dire que le seul traitement utilisé pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, ce sont les antibiotiques. Je redis que quand ils sont donnés au début, on arrête la maladie. Quand ils sont donnés plus tard, ça provoquera une rémission plus ou moins importante et plus ou moins longue. Mais ça sera toujours une rémission et pas une guérison. Alors pour être bien certaine d'avoir compris, ces rechutes peuvent être dues à un affaiblissement du système immunitaire, éventuellement, ponctuellement, ou à force de lutter contre la maladie, finit par se fatiguer ? Je dirais forcément le système immunitaire est en jeu, parce que s'il est fort, la situation est sous contrôle. Donc ça, c'est un point clé, l'immunité. Néanmoins, je ne pense pas que des mois de maladie forcément... Enfin, on dit que la maladie de Lyme peut être immunosuppressive. Néanmoins, je pense qu'il y a plein d'autres paramètres individuels. C'est pour ça que c'est très complexe, d'une personne à l'autre. Je pense qu'il y a un autre élément qui est très important, c'est que, en gros, la bactérie Borrelia existe sous plusieurs formes. On peut la voir quand elle est abondante dans un milieu de culture, on peut la voir comme une espèce de petit serpent. C'est une bactérie très grande, elle fait une vingtaine de microns comme un petit ressort. Donc ça, c'est une forme. Elle ressemble d'ailleurs au microbe qui est responsable de la syphilis, le Treponème pâle, voilà. Donc ça, c'est une forme. L'autre forme, c'est une forme dormante qui est complètement recroquevillée sur elle-même, qui est en état de vie végétative. Et donc le fait que Borrelia puisse passer d'un état à l'autre explique aussi une bonne partie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fortement atteint à un moment donné, on le traite par antibiotique. La forme spirochète peut être à peu près rétamée, mais la forme dormante, on le sait, persiste. Et elle peut rester dormante pendant une semaine, un an, et puis elle va réapparaître. Et donc, c'est un problème absolument majeur de cette maladie, l'existence de la forme dormante. Donc, si j'ai bien compris, on parle de la maladie de Lyme, mais on devrait parler des maladies de Lyme par la grande diversité des symptômes d'une part, mais aussi des parcours de malades et de la façon dont peut évoluer la maladie. On a parlé des symptômes physiques. Qu'en est-il des conséquences sociales quand on est atteint de la maladie de Lyme ? Pierre Ecker. Un des premiers médecins, un des premiers spécialistes avec qui j'avais pu échanger sur le sujet m'avait dit, même si elle ne tue pas forcément directement, bien que par les formes cardiaques qu'ils connaissent aux États-Unis, etc. Enfin, il y a des choses à explorer sur la mortalité de la maladie de Lyme. Mais en tous les cas, il me disait, ça vous raye un petit peu de la vie sociale. Ça vous désocialise très rapidement, puisque vous êtes fatigué, vous avez plus tellement d'appétit à vous déplacer, aller vers les autres, etc. Vous êtes un peu dans un brouillard, éventuellement, si vous êtes dans ces formes neurologiques. Et voilà, donc c'est... Ça, c'est une expérience que vous avez ressentie vous-même ? Tout à fait, oui, en observateur vigilant. Chaque fois, je me disais, c'est un peu, vous êtes sur le bateau, il y a le brouillard arrivé, vous dites, là, faut faire attention, mais vous savez que c'est le brouillard, il vient de l'extérieur, quoi. Non, c'est incroyable à observer tout ça. Moi, j'ai observé pendant 2 ans, jour après jour, tous mes symptômes, vraiment, je les cotais chaque jour, je faisais la somme, je regardais lesquels évoluaient en fonction des paramètres, des traitements, des efforts que j'avais faits, de ce qui pouvait m'arriver, et je voyais vraiment que c'est toute l'usine qui est en route. Enfin, il y a vraiment quelque chose de complexe qui se passe. Il ne faut pas lâcher le morceau, quoi. Oui, moi j'ajoute que je connais par exemple le cas de la fille d'un ami qui a été atteinte par cette maladie. Elle était au lycée, en première. C'était une élève brillante, et au moment où elle a été atteinte de plein fouet par cette maladie, depuis, ça fait 4 ans, elle ne va plus au lycée. Elle ne peut plus aller au lycée. De toute façon, elle passe une grande partie de sa journée allongée. Donc, et ça c'est pour un enfant.
un adolescent, et pour des professionnels, des adultes, très souvent ils sont juste obligés d'arrêter leur métier, et ils ont souvent aussi des problèmes de reconnaissance du fait qu'ils sont en maladie longue durée. C'est pas toujours reconnu. Et donc, ça a des conséquences sociales. Ça peut être des conséquences sociales absolument majeures. Oui. Absolument énorme. Ce qu'on n'a pas dit, chemin faisant, c'est en fait une des cibles aussi privilégiées de la tic, ce sont les enfants ou les adolescents, non, Pierre? Alors, en fait, 70% des piqûres, c'est les tiques qui sont pas adultes, donc il y a déjà une question juvénile, on va dire. Mais ça, c'est pas drôle parce qu'elles sont petites, on les voit pas bien, et en fait, elles grimpent un peu moins haut que les autres qui peuvent vous guetter sur des branchages qui sont un peu plus hauts. Donc ça veut dire que les enfants qui sont plus petits, ils peuvent être assez, s'ils n'ont pas la casquette, le répulsif, etc., être plus facilement piqués plus haut dans le corps. Nous, ça sera peut-être... tout existe. Il y a une cartographie qui a été faite par nos voisins allemands sur des milliers et des milliers de cas, l'impact à quel endroit chez les adultes, chez les enfants. Et il est évident que chez les enfants, c'est souvent le haut du corps et c'est souvent la tête. Et là, ça reste à creuser, évidemment. Mais entre le point de piqûre et après la façon dont la maladie va impacter, il y a des choses certainement à creuser. Ah oui, mais aussi, il y a le fait que, ok, c'est la bactérie Borrelia, mais il y a plusieurs sortes de Borrelia. Il y a certaines qui vont donner plutôt des formes articulaires, des formes cutanées, des formes neurologiques. Voilà, donc on les connaît dans les différentes bactéries, on sait bien qu'il y a un tropisme en fait. Donc on en revient à cette diversité. Sur les problèmes que ça pose aux personnes, il y a aussi le fait qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui se trouvent face à des médecins qui nient, qui ont cette maladie, qui ne les croient pas, et qui, d'une part, c'est quelque chose de très démoralisant et stressant d'être face à un médecin qui dit « mais vous racontez des histoires, vous feriez mieux d'aller voir un psychiatre, etc. » Il y en a qui se suicident, donc il y a une partie des décès liés à Lyme sont des suicides. Chez les forestiers notamment, ça c'est quelque chose qui a été identifié. Mais c'est pour ça que dans les travaux du groupe, on a vraiment essayé de faire la part entre, on va dire, l'impact dû à la maladie elle-même et puis le fait d'être aussi immobilisé, d'être un peu en dehors de la vie sociale, et ça pèse aussi. Mais en fait, avant, on avait un peu tendance, on constatait que c'était un peu un fourre-tout. On disait où vous traînez, vous allez pas bien, etc. Vous devriez vous poser des questions sur vous-même avant de penser Secouez-vous un peu. Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On a mis on a tapé du poing sur la table sur ce sujet-là. Et dans le document court et le document long des recommandations, c'est clairement marqué que ça suffit. Bien sûr. Il faut isoler les paramètres. On mettra le lien sur le site de recherche en cours. Ce document est bien sûr public, téléchargeable. Juste en quelques mots, quelles sont les recherches en cours sur cette maladie ? Alors, des recherches, il y en a un certain nombre aux États-Unis, que je vais détailler. En France, il y a à peu près rien. Pas de recherche. Pas d'argent pour ça et pas de recherche. Alors aux États-Unis, il y a des recherches qui sont faites sur la biologie de la bactérie, par exemple, toutes les recherches qui ont permis de montrer qu'il existait, ce que j'ai dit tout à l'heure, la forme spirochète et la forme dormante, la sensibilité aux antibiotiques de ces bactéries. Il y a des essais cliniques qui ont été faits pour savoir quels étaient les traitements qui étaient efficaces. Il y a un essai clinique qui est très réputé, qui est très souvent cité, et dont il a été montré récemment qu'il était mauvais, qu'il y avait plein de problèmes dans cet essai clinique, et donc les conclusions de cet essai qui disent voilà le bon traitement, on sait que ces conclusions sont mauvaises, donc c'est à refaire. Donc il y a des recherches en cours, mais surtout je dirais qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Il y a trop de points obscurs sur cette maladie. Par exemple, sur l'immunosuppression, le fait que la bactérie entraîne un affaiblissement du système immunitaire, c'est montré de façon absolument indubitable chez la souris, mais il y a un certain nombre de médecins en France, à l'Académie de médecine, etc., qui dit mais ça n'a jamais été montré chez l'homme, et si c'était vrai, ça se saurait. Bon, moi, ma position, c'est que en effet, ça n'a pas été montré de façon indubitable chez l'homme. Ça aussi, ça mériterait des recherches, mais il y a beaucoup de signes qui indiquent que c'est aussi le cas. Est-ce qu'il y a des recherches sur un éventuel vaccin ?
Alors, il y a eu un vaccin qui était proposé il y a pas mal d'années, et puis il y a une campagne qui a été faite à ce moment-là par des anti-vaccins et qui a gagné. C'est-à-dire qu'il y avait deux compagnies qui avaient avancé suffisamment dans leurs recherches pour faire des essais cliniques, et ils les ont arrêtés d'un coup. Alors les gens, moi je me suis posé la question, mais ils les ont arrêtés parce qu'ils avaient eu des pépins, puisque dans cette campagne on disait des gens qui avaient été vaccinés avec ce truc-là, ils ont eu d'énormes problèmes, etc. Donc des problèmes dans l'essai clinique, il y en avait eu, sauf que leur fréquence était la même que dans la population générale. Donc c'était pas lié au vaccin. Mais il avait suffi de sortir ces quelques cas et de dire, vous voyez... Et donc, ils ont été arrêtés. Et en plus, il y avait un raisonnement qui serait trop long à exposer ici, où on disait, mais de toute façon, ça ne peut pas marcher. Le raisonnement opposant était faux aussi. Donc, ma conclusion, c'est que il y a eu un essai, ça a été complètement arrêté, et ça mérite sérieusement d'être pris. Pierre Icard, sur le vaccin ? Alors sur ce sujet-là, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que les recherches en France ont porté pour l'instant par l'INRA sur la tique, sur l'ensemble des pathogènes qu'on pouvait trouver dans la tique, leur fréquence, par les sciences participatives dont on parlera, etc. Il y a aussi petit à petit un travail pour faire une cartographie des zones où les tiques sont infectées de telle ou telle manière. Mais il n'y a pas que la maladie de Lyme, il y a aussi d'autres maladies à tiques, vectorisées par les tiques, qui sont certaines assez fréquentes, comme la babésiose. Et donc là-dessus, il y a besoin de progresser. Et donc pour faire le lien avec le vaccin, c'est que justement dans ce panel de pathogènes, il y a aussi l'encéphalite, enfin il y a le virus de l'encéphalite à tiques. Et dans les pays de l'Est, l'Allemagne, les Länder du Sud, l'Autriche, et puis si on continue République tchèque, etc., la population est massivement quand même vaccinée contre l'encéphalite, parce que si le nombre de cas n'est pas du tout comparable au cas de Lyme, par contre le taux de mortalité parmi les cas n'est pas du tout négligeable. Donc ça c'est important de le signaler aussi. Moi j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de décès dans leur famille. Et donc, dans le groupe de travail, j'ai souvent rappelé que je ne comprenais pas l'hypersensibilité sur le sujet dans les pays de l'Est et l'Allemagne, pour qui ça passe avant même la maladie de Lyme, et puis cette façon de botter en touche finalement dans l'Hexagone. Je pense qu'il y a un vrai problème quand même sur... différences culturelles, là. Oui, mais il y a un problème sur les Vosges quand même. Il y a certainement un problème de prévention aussi. Sur les nouveaux traitements, est-ce qu'on avance en termes de traitement de ces formes persistantes que vous décriviez ? Alors, il y a un travail, à mes yeux, très important qui a été fait l'an dernier, qui a été publié aux États-Unis par une équipe de Baltimore qui a fait des essais in vitro. Donc ils ont cultivé des borrelia en laboratoire, et puis ils ont essayé différents antibiotiques. Et ils ont obtenu un résultat extrêmement important, qui est que l'antibiotique le plus courant qui est donné aux gens qui sont mordus, la doxycycline, est effectivement efficace contre la forme spirochète et à peu près aucune efficacité contre la forme dormante. Donc, dans ces essais, ils ont aussi identifié d'autres antibiotiques qui, eux, sont efficaces contre la forme dormante. Et pour l'instant, ces résultats sont simplement vrais en tuba essai. Donc ils sont pas encore passés en clinique, je connaissais le gars qui dirige cette équipe, et ils sont en train de travailler dessus, d'autant plus que l'existence de plusieurs formes d'une même bactérie, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est pas du tout réservé à Borrelia, c'est vrai aussi pour la bactérie responsable de la tuberculose, et c'est pas pour rien que la tuberculose actuellement est traitée par un cocktail de 3 antibiotiques. Un pour la forme, la première, vivante, et 2 autres contre la forme dormante. Et je suis absolument persuadé que c'est ce vers quoi il faut qu'on se dirige pour Borrelia, sauf que ce traitement avec un cocktail d'antibiotiques n'est pas disponible. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'essai clinique. Donc ça, c'est une recherche en cours, extrêmement importante, dont je souligne encore une fois qu'elle est faite aux États-Unis et qu'il est hors de question de faire ce genre de recherche en France, puisqu'il n'y a pas un sou pour ça. Pendant que tous les psys, les docteurs de malheur
maladie. Pardon mon petit bébé, maman est fatiguée. C'est juste que mon corps est gardé prisonnier par cette sale maladie qui te vole ton enfance en enfermant ma vie dans cette cage de souffrance. Je ne sais pas mon ange si on aura le droit de guérir au plus vite de cette maladie-là. Je ne sais pas ma puce si un autre ange que toi trouvera le remède pour arrêter tout ça. Je ne sais pas mon ange de quoi est fait l'avenir. Verrai-je un jour fleurir les traits de ton sourire? Je ne sais pas mon cœur si on saura un jour cicatriser les plaies qui sillonnent notre amour. Toi, ma bouée de secours, l'ange aux armes de velours, toi, mon hymne à l'amour, tu combats l'âme chaque jour. Toi, ma force, mon courage, tu apaises ma rage quand le mal est trop lourd. Tu embellis mes jours. Si je suis en colère et que parfois j'ai peur, c'est juste à cause de tous ces amputés du cœur qui gouvernent seulement. Recherche en cours, nous recevons ce matin Pierre Ecker et Alain Trautmann. Il est question de la maladie de Lyme. On vient d'écouter Marie Heurtaud, qui est atteinte de la maladie de Lyme, mais en fait j'ai trouvé cette chanson en cherchant des pauses musicales pour cette émission. Alors, je pensais pas trouver grand chose et en fait j'étais extrêmement surpris par le foisonnement de productions plus ou moins amateurs, des fois très professionnelles, dans des styles très variés, productions pour témoigner. Alors, ça, il y a du rap, il y a du slam, il y a des chansons douces, il y a un peu de tout. Comment on peut comprendre ce foisonnement de témoignages sous des formes aussi variées, Pierre Ecker ? C'est une volonté de la part des malades justement de communiquer sur le sujet. Donc via les associations, il y a des revendications qui sont structurées, mais à titre chacun isolément souhaite aussi s'exprimer. Donc certains l'ont fait par le graphisme, d'autres par la chanson. C'est une manière de faire passer un message et c'est une bannière un petit peu. C'est pour rassembler aussi. Donc, comme chaque année, par exemple, il y a le Lyme Protest, la journée de protestation contre l'immobilisme, on va dire. Bon, à cette occasion-là, il y a quand même pas mal aussi de manifestations diverses et variées, musicales et autres. Donc, au niveau associatif, on fait aussi des supports de communication. Il y a des plaquettes. Actuellement, là, on a travaillé sur une bande dessinée aussi. Enfin, il y a tout un tas de moyens pour sensibiliser, parce que des fois, c'est un texte revendicatif, un peu aride, ne va pas vraiment parler, alors que par ce moyen, qui ne manque pas d'humour des fois, c'est beaucoup plus percutant. Et rassembleur en fait. Alors Lyme Protest, donc on a bien compris qu'il y a une controverse, il y a des controverses, il y a une polémique. Sur quoi exactement porte cette controverse ? Je pense qu'il y a un certain nombre de médecins qui sont du côté des autorités médicales, ça veut dire l'Académie de médecine, ça veut dire la Société française d'infectiologie. Il y a aussi des relais médiatiques, des sites, des journaux médicaux, vidéos, etc., qui ont une position globale et qui, en gros, disent les méthodes de diagnostic, globalement, elles sont bonnes, les traitements
sont bons, quand on donne des antibiotiques à quelqu'un qui a une maladie bactérienne, eh ben, si au bout d'un certain temps il est toujours malade, c'est que c'était pas une maladie bactérienne. Ce qui, juste sur cet exemple, est d'une stupidité profonde, puisqu'on sait très bien que si on donne à un tuberculeux des antibiotiques pendant 1 mois, il ne sera pas guéri. Et c'est bien une bactérie qui le rend malade. Il faudra 6 mois d'un cocktail. Donc, je pense que ces gens-là, je pense, ont un gros problème avec l'ignorance. C'est-à-dire, premièrement, que beaucoup de médecins généralistes, et ça c'est pas leur faute, ne sont pas formés sur la maladie de Lyme parce que ça fait pas partie de ce à quoi on accorde de l'importance dans les études de médecine. Je comprends pas pourquoi, parce que bon. Donc ils sont pas formés. La plupart des médecins généralistes disent qu'ils y connaissent rien. Ça c'est une chose. Un aspect de l'ignorance. Un deuxième, c'est que autant un chercheur n'a pas d'état d'âme à dire « je ne sais pas », on lui pose une question sur une question, il dit je ne sais pas, et il va falloir qu'on travaille. Les médecins détestent dire, quand un patient vient en disant voilà j'ai ceci et cela, et le médecin déteste dire je ne sais pas. Et il préfère dire mais non, allez voir un psy ou un truc comme ça, alors qu'il ne sait pas. Et puis, il y en a qui, au bout d'un certain temps, toujours l'ignorance, se sont aperçus qu'il y avait une erreur, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils étaient ignorants. Donc, reconnaître son erreur, ça leur pose aussi problème. Et un dernier truc qui est toujours par rapport à l'ignorance, c'est que si on veut la combler, cette ignorance, il faut travailler. Il faut beaucoup lire. Alors, c'est vrai que beaucoup de médecins n'ont pas trop le temps, ils ont leurs patients. Mais je peux vous dire que si on veut se tenir à jour sur les derniers développements sur la maladie de Lyme, il faut beaucoup bosser. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, qui sont différents aspects liés à l'ignorance, il y a des médecins en position d'autorité qui disent que tout va bien. Je pèse mes mots, je vais dire un truc brutal là, mais je pense que ceux qui se sont exprimés à l'Académie de médecine ou à la Société d'infectiologie ont eu une attitude criminelle. Criminelle parce que c'est leur attitude qui justifie l'immobilité du gouvernement. S'ils disent au gouvernement « ne vous en faites pas pour Lyme, les diagnostics sont bons, les traitements sont bons », pourquoi est-ce que le gouvernement financerait la recherche là-dessus ? Et bien, comme pendant ce temps-là, les gens vont continuer à souffrir. Donc je pense que c'est une attitude très grave. Pierre Eckert ? Oui, effectivement, il y a tout un bloc qui, certainement parce qu'il s'est trompé pendant longtemps, ne veut pas reconnaître. Alors ça lui ferait pourtant beaucoup de bien, à mon avis, d'un jour de se regarder dans une glace et de dire « je me suis trompé et il faut que ça change ». Après, dans les travaux qu'on a fait, on a quand même listé un peu toutes les études existantes. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même quand on touchait du doigt quasiment la preuve de la persistance, de la forme chronique, etc., à chaque fois, il se retranchait toujours un peu plus loin. Oui, mais c'est chez la souris. Oui, mais c'est chez le macaque. Oui, mais on l'a testé que sur quelques dizaines. Il faudrait le tester de manière randomisée sur des populations beaucoup plus grandes. Et c'est pour ça que finalement, les années ayant passé entre 2006, le 2014, le rapport du Haut Conseil, 2016, l'annonce du plan et là, la publication de ces recommandations, petit à petit, on cerne quand même la zone qui reste à explorer. Et c'est écrit noir sur blanc dans les documents. Alors évidemment, tout ça, c'est des vœux pieux, c'est pour une grande part, c'est virtuel, il n'y a pas d'argent, mais en tous les cas, c'est souligné très très clairement et détaillé ce besoin de recherche. Voilà. D'accord, alors on a bien compris qu'une part importante de la controverse porte sur ces formes persistantes. Oui. Et une des causes de cette controverse, est-ce que c'est pas finalement les moyens de diagnostic, les tests qui sont pas très au point? Ça va ensemble. Ben oui, effectivement, ils sont pas au point, mais ils sont pas au point et donc il faut travailler pour les améliorer. Alors de quoi on dispose à l'heure actuelle? En gros, pour tester si Borrelia est là, la méthode la plus simple consisterait à prélever un peu de sang et voir si on trouve de l'ADN de Borrelia dans le sang. Ça serait, si on pouvait le faire, c'est ce qu'on appelle la méthode PCR et qui pour beaucoup de microbes marche très bien. On prend un peu de sang, on regarde s'il y a l'ADN du microbe dedans. Le problème avec Borrelia, c'est que dès que cette bactérie est entrée dans l'organisme, elle quitte le sang et elle va se planquer dans des tissus conjonctifs, dans le derme, autour du cœur, etc. Et on n'en trouve quasiment plus dans le sang. Donc
c'est pas là qu'il faut aller chercher. On va pas faire non plus des ponctions de l'enveloppe cardiaque pour savoir si elle est allée... Bon. Donc ça c'est la méthode directe. L'autre méthode, c'est la méthode indirecte, consiste à poser la question, est-ce que le système immunitaire a répondu à la présence de Borrelia en produisant des anticorps? Et donc c'est ce qu'on appelle les méthodes sérologiques, parce qu'on regarde dans le sérum. Et ça c'est le test le plus courant. Et il se trouve que ils sont pas assez sensibles par rapport à la présence de Borrelia, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont on sait qu'ils ont une neuroborréliose, ils sont parfaitement, indubitablement malades, on leur fait un test sérologique, on leur dit vous êtes séronégatif. Donc ça va pas. Il faut absolument faire des recherches là-dessus. Pierre Eckert, sur ce point, sur les tests ? Oui, effectivement, les tests ne sont pas du tout satisfaisants. C'est pour ça que finalement, dans les travaux, on a dit, pour mettre fin à l'errance, parce que c'est quand même un des maîtres mots du plan Lyme, mettre fin à l'errance, à la souffrance des malades. Il y a un problème, il faut le traiter. Que scientifiquement on ait du mal à le traiter, oui, mais d'un point de vue social, sociétal, etc., il faut quand même faire quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on a dit le diagnostic doit être clinique, basé sur les symptômes, et on doit arriver à proposer un traitement d'épreuve. Parce que finalement, s'il y a une réaction du malade à un traitement suffisamment, bien ciblé, ou s'il y a un début de réaction, on voit qu'on est peut-être dans la bonne direction, qu'on est peut-être justement sur une maladie infectieuse attique. Et pour l'instant, ce qui a été prévu, c'est un traitement qui est assez court, qui est que d'1 mois, et c'est pas évidemment suffisant. Néanmoins, le mécanisme prévoit que par la mise en place de l'organisation des soins, l'ouverture des centres, etc., le médecin qui aura proposé un traitement d'épreuve d'1 mois pourra, en se mettant d'accord avec le centre régional, prolonger éventuellement le traitement sous réserve de bien noter tous les paramètres de suivi, donc rentrer dans un protocole de recherche observationnel. Donc là, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de choses à tester, mais ça sera aussi une manière de faire de la recherche en consignant tout ce qui est observé sur les malades en errance. Et il y aura aussi peut-être certainement une preuve par l'exemple, par la somme de toutes ces informations et la quantité, je l'espère, de malades qui seront améliorés, parce qu'enfin on aura osé se lancer dans un traitement. Alors si je fais une synthèse de ce que j'ai compris, s'il y a cette controverse sur les formes persistantes, c'est parce que les moyens de diagnostic, les tests sont pas au point, et s'ils sont pas au point, c'est que Borrelia n'y met pas du sien aussi. C'est très compliqué, vous l'avez bien expliqué, Alain Trottmann. Alors sur cette controverse même, on a évoqué déjà plusieurs acteurs, le monde des associations de patients, les médecins... je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, pas très progressistes. Qui trouve-t-on d'autres comme acteurs de la controverse, si on essaie de faire une petite cartographie de cette controverse? Alors dans les acteurs, je dirais positifs, si je me permets le terme, il y a aussi la Fédération française contre les maladies vectorielles attiques. Donc elle a été créée en 2015 en regroupant 3 associations au départ, mais pas que. C'est-à-dire il y a un collège de médecins, il y a un collège de malades, et il y a aussi des chercheurs. Donc c'est ça qui est positif, c'est que il y a un conseil, la fédération s'est dotée d'un conseil scientifique et aussi d'un fonds pour la recherche dont on va parler. Ça veut dire que par le niveau technique, scientifique, il y a des chercheurs, il y a vraiment des professeurs, des médecins. Par ce niveau qu'a la fédération, elle a su s'imposer, moi je l'ai vu sur 2 ans, petit à petit comme un interlocuteur, je dirais incontournable, en tous les cas tout à fait crédible, vis-à-vis auprès des instances, que ce soit dans le cadre du plan Lyme, les comités de pilotage, mais aussi au sein du groupe pour élaborer les nouvelles recommandations, puisqu'il y avait 8 personnes qui étaient rattachées à la FMVT, donc cette fédération, parmi les 35 du groupe, et donc on était quand même numériquement présents. Mais malheureusement, il n'y a pas que des acteurs positifs, et il y a parmi les gens qui interviennent dans ce domaine, d'abord il y a ce que j'appelle des profiteurs, c'est-à-dire des gens qui profitent de la détresse des patients pour leur dire en gros, payez-moi cher, je vais vous guérir.
même s'ils n'ont pas de meilleurs outils que les autres. Ils peuvent utiliser par exemple les antibiotiques, bon très bien, c'est ça qu'il faut faire, mais sauf que ça guérit pas, et puis ça ne justifie pas qu'on extorque des milliers d'euros à ces patients. Donc ça, c'est les profiteurs. Et puis il y a les charlatans. Il y a ceux qui disent moi j'ai un cocktail magique, tu prends ces 10 compléments alimentaires plus un appareil qui envoie des ondes, etc., qui sont un peu n'importe quoi. Et ils peuvent être profiteurs en même temps. Et je vais dire un nom qui va fâcher une des associations qui est Lyme sans frontières, parce que c'est un peu leur vedette. Et ce nom, c'est celui de Luc Montagnier, qui a eu le prix Nobel, le prix Nobel de médecine sur le sida, et qui, depuis, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a quitté objectivement le monde de la science pour avancer des théories à lui que personne ne vérifie, il soutient la mémoire, la notion de la mémoire de l'eau, des choses comme ça qui sont extrêmement fumeuses. Et alors je pense qu'il est capable de beaucoup d'empathie pour des gens qui viennent le voir, et il a fait du bien psychologiquement à des gens, mais pour dire les choses en français, scientifiquement, il déconne complètement. D'accord. Revenons sur les acteurs positifs. Dans le monde médical, j'imagine qu'il y a aussi des acteurs positifs qui ont pleinement conscience de la situation. Oui, tout à fait. Il y a quand même un certain nombre de médecins dans tous les départements qui essayent ils sont face à leurs malades, donc ils voient bien qu'ils les améliorent pas, et ils voient bien qu'il y a une clé à trouver. Donc justement, ils se rapprochent ou de la fédération, ou ils regardent un petit peu ce qui s'est fait ce qui a pu se faire à l'étranger. Donc, je veux dire, il n'y a pas un manque d'intérêt pour le sujet. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de médecins qui seraient prêts à démarrer si ils étaient dans un cadre sécurisé. C'est ça aussi le mécanisme qu'on a essayé de mettre en place, c'est-à-dire de donner un référentiel, au moins pour pouvoir commencer à travailler. Il faut agir aussi à ce niveau-là, leur permettre de travailler par la connaissance, par la formation initiale, par la formation continue. Et par ce cadre. Donc on a évoqué le monde médical, le monde de la recherche, le monde des malades, des associations de patients. Oui. Est-ce que moi, simple citoyen lambda, pas malade, pas encore malade, je croise les doigts, comment je peux aider ? Il y a plusieurs façons d'aider. Bon, déjà en soutenant les associations, parce que finalement, il y a un panel assez important d'associations. Il y en a qui sont peut-être coup de poing, il y en a d'autres qui sont peut-être plus mesurés. Après, chacun peut trouver l'association qui lui paraît intéressante. Moi, je constate de toute façon que dans la population, il y a de plus en plus de personnes qui, dans leur entourage, connaissent quelqu'un qui est malade. Donc, ça peut déjà les motiver aussi à bouger. Après, il y a aussi soutenir la fondation, donc la fédération, et donc par le fonds de dotation qu'on vient de créer, où il est possible pour la recherche donc la Fédération des maladies vectorielles à TIC s'est dit que la recherche sur ce sujet devrait être du ressort du gouvernement, mais puisqu'il traîne, peut-être que cette fédération pourrait amorcer la pompe en commençant à financer un petit peu avec des moyens réduits des recherches, et puis en espérant que le gouvernement prendra le relais. Et donc vient d'être créé il y a quelques jours un fonds de dotation de soutien à la recherche qui s'appelle Biotique, et vous pourrez trouver l'information sur le site de la FFMTV. On mettra tous les liens sur le site de Recherche en cours, bien sûr. Une dernière chose, il y a aussi, je crois, un projet de science participative sur cette thématique-là. Vous pouvez nous en dire deux mots, Pierre Eckert ? Alors ça, c'est vraiment autour des travaux, on va dire, de l'INRA. Donc, d'une part, il y a l'application Signalmantic que tout le monde devrait connaître. Donc elle est sur ordinateur, mais elle est aussi sur téléphone, bien sûr, qui permet de signaler une piqûre de tique. Voilà, donc c'est ça qui permet de faire une cartographie. Voilà. Après, il y a effectivement des ateliers de sciences participatives pour sensibiliser, pour que les personnes soient impliquées, que le citoyen pour réduire ce gap, on va dire, entre les scientifiques et les citoyens. Mais une autre action forte, tout à l'heure on disait soutenir les associations, mais il y a aussi une chose, c'est d'être au top en termes de connaissance du sujet, de prévention. Parce que ça concerne tous, et pas simplement les malades. Et vos enfants qui sont pas encore piqués, et j'espère qu'ils ne seront jamais, voilà, en tous les cas. C'était justement ma dernière question. En termes de prévention, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?
Alors, quelques conseils rapidement. Il faut lire le bouquin de Pierre Ecker sur... Après cette introduction, j'ai plus qu'à me cacher sous la table. Mais en fait, il y a un certain nombre de choses à savoir, effectivement. On va dire tout simplement... avant la promenade ou avant de sortir dans la nature, pendant et après. Donc avant, il faut s'équiper, disons, d'une tenue qui est claire, parce que c'est pas que ça repousse les tiques, mais ça permet de les identifier. Après l'utilisation d'un répulsif, par exemple sur le bas du pantalon, enfin en utilisant des vêtements longs plutôt, ça permettra à ce que la tique se rapproche pas et ne cherche pas à se glisser sous les vêtements. Ensuite, se munir d'un tire-tique, parce que c'est quand même comme ça qu'on pourra l'extraire proprement sans qu'elle régurgite. Après, pendant la promenade ou dans la nature, faut éviter les broussailles, faut éviter de se frotter, de passer le long des branches basses pour les enfants par exemple. Il faut éviter de se vautrer dans l'herbe sans mettre un tissu. Donc les pique-niques de printemps, faut quand même y penser. Et au retour de la promenade, il faut une inspection très méticuleuse des grands comme des petits. Donc ça peut être une inspection mutuelle parce que des fois on voit pas dans le dos, etc. Il faut savoir qu'elle va souvent se cacher, enfin dans des zones humides où la peau est tendre. Je vous fais pas de dessin, mais il y a de la ressource. Voilà, c'est ça. Et après bien savoir la retirer, donc avec le tire-tique, en ne mettant surtout pas de produit avant de l'extraire parce que ça risque de la faire régurgiter. Mais par contre, après, il faut désinfecter la partie qui a été piquée et puis surveiller la zone en fait de la piqûre pendant des semaines, voire davantage, et surtout être très attentif au fait que après ces piqûres-là, s'il n'y a pas des symptômes généraux type fatigue, la grippe estivale dont on parlait, donc tous ces éléments, et en parler autour de soi. Merci beaucoup. On retrouvera tous ces conseils et d'autres encore dans le petit livre de Pierre Ecker, La tactique de la tique aux éditions Larousse. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai notamment appris qu'avec un tire-tique, on pouvait visser ou dévisser la tique. Le sens n'avait aucune importance. Il y a une espèce de mythe urbain. Moi, je pensais qu'il fallait la dévisser. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut tourner. Mais ça, c'est intéressant. Comme je dis toujours, ça nous relie un peu à nos histoires de dans le temps de Shadok et autres. C'est-à-dire que quand il y a un vide dans la science, tout de suite, il est rempli. C'est-à-dire qu'il fallait tourner le tire-tique, et ben, il y a tout de suite deux parties. L'Académie de médecine se divise en deux. Il y a ceux qui tournent à gauche, ceux qui tournent à droite. Les pros et les anti. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Ecker et Alain Trottmann. On retrouvera bien sûr toutes vos références sur le site de Recherche en cours. Merci. 1, 2, 3, 4. À l'IRFM, à l'écoute de Recherche en cours, après la maladie de Lyme, tout autre chose, mais un sujet d'actualité aussi, puisque Alexandra, vous allez nous parler des incendies en Californie. Oui, des incendies de forêt. Et j'ai plus particulièrement envie de vous parler d'un article que j'ai pu lire dans le média The Conversation, que vous pouvez retrouver en ligne. L'article s'intitule « L'amère leçon des incendies californiens ». Cet article est paru le 18 novembre et a été écrit par un professeur de pyrogéographie, David Bowman, professeur à l'université de Tasmanie, ainsi qu'un doctorant qui s'appelle James Furlow. Alors, il rappelle que récemment, il y a eu plus de 80 morts et plus de 1000 personnes portées disparues lors des incendies en Californie. Et ça, c'était le bilan de dimanche. Et ces dernières semaines, ce sont des milliers de bâtiments qui ont été réduits en cendres à la suite de ces incendies et qui figurent maintenant parmi les plus destructeurs de l'histoire de la Californie. Alors, ces chercheurs rappellent qu'on a aussi connu en Europe un certain nombre d'incendies très très destructeurs. En Grèce, en juillet dernier, où les flammes ont tué 99 personnes. En 2017, on en a eu aussi au Portugal, très important, peut-être que vous vous souvenez. Il y en a eu aussi au Chili et en Australie. Alors, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cet article, c'est que les chercheurs estiment que les incendies qui ravagent la Californie actuellement sont le fruit d'une conjonction de facteurs à la fois climatiques, sociaux et écologiques. C'est-à-dire que dans cette région du globe, ils expliquent, le bois est hautement combustible à cause d'une sécheresse prolongée, associée à une humidité très basse et à des températures de l'air extrêmement élevées. C'est un temps très sec qui permet au feu de se propager facilement et en plus il y a beaucoup de vent. Ces conditions extrêmes sont assez caractéristiques du changement climatique, mais ce n'est pas tout. Ces feux prennent
place dans des zones à faible densité de logements, donc il y a assez peu d'humains qui vivent au kilomètre carré dans cette région, et en plus c'est une végétation qui est très très inflammable. Alors de ce que j'ai compris, la moindre petite étincelle, par exemple un problème sur une ligne électrique ou un mégot jeté sans faire attention, peut provoquer un incendie, et je suppose que ce départ de feu peut passer inaperçu dans un premier temps, ce qui fait que les secours n'arrivent pas tout de suite. Alors l'approche de l'État californien pour l'instant, c'est une approche jugée assez militaire par ces deux chercheurs, c'est-à-dire qu'on envoie des pompiers et des avions pour répandre des retardateurs de flammes et de l'eau, mais c'est une stratégie qu'ils estiment extrêmement coûteuse et peu efficace, parce que selon eux c'est une guerre sans fin, puisqu'elle ne s'attaque pas aux causes profondes de ces incendies. Et dans leur article, ils expliquent qu'on peut mieux comprendre ces incendies en Californie en s'inspirant de l'histoire des pays méditerranéens, comme l'Espagne et le Portugal, puisque les humains ont peuplé ces régions, ils estiment les chercheurs, de façon durable, pendant des milliers d'années, puisque ce sont des terres inflammables et les gens ont vécu sur ces terres pendant des milliers d'années, grâce notamment à une agriculture traditionnelle, une agriculture de subsistance menée par des familles à petite échelle, ce qui permettait de contenir la végétation susceptible de brûler et de surveiller le territoire. Mais l'exode rural généralisé qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a généré la prolifération de cette végétation propice aux incendies, puisqu'il n'y avait plus personne vraiment pour y faire attention. Alors, c'est notamment à cause de cette modification des usages du territoire que les pays méditerranéens comme l'Espagne ou le Portugal ou la Grèce connaissent aujourd'hui des incendies dramatiques. Donc on en a eu en Grèce en 2018 et comme je disais au Portugal et en Espagne en 2017. Et ce sont des incendies comparables dans leur ampleur à ceux qui ont lieu actuellement en Californie ou qui ont pu avoir lieu en Australie, c'est-à-dire sur des territoires habités depuis beaucoup moins longtemps qu'en Europe. Donc pour les chercheurs, c'est un phénomène que l'on retrouve à travers toute la planète et qui concerne la plupart des paysages et des territoires hautement inflammables. Et surtout, ce que j'ai retenu et ce qu'ils disent ouvertement, c'est que ces incendies sont dus d'une part à la colonisation et à la mondialisation, qui ont mis fin à la gestion traditionnelle des terres qui permettait de réguler la végétation, et d'autre part au changement climatique qui accroît les risques d'embrasement. Ce qui fait qu'on qualifie très souvent ces incendies de catastrophes naturelles, mais maintenant c'est extrêmement difficile de faire la distinction entre des catastrophes vraiment d'origine naturelle et des catastrophes d'origine humaine, puisque là on parle vraiment de la colonisation, de la mondialisation, c'est-à-dire des systèmes économiques, des systèmes politiques qui ont affecté les usages des territoires et au passage qui ont modifié la gestion de la végétation. Et le changement climatique lui-même, on pourrait d'ailleurs tout à fait dire que c'est une cause anthropique, donc d'origine humaine. Alors les chercheurs proposent au passage quelques solutions, mais ces solutions ne sont pas très technologiques, ne sont pas très techniques, elles n'ont rien à voir avec l'armée d'ailleurs. Il s'agit surtout d'adapter certaines pratiques traditionnelles qui pourraient nous aider à mieux cohabiter avec les risques d'incendie, et il ne s'agit pas forcément d'enrayer tout risque. Donc on pourrait conduire des feux préventifs, mais aussi mettre des zones en pâturage, puisque les animaux mangent les plantes et débroussaillent la végétation. Ce qui me fait dire que bon, effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de dire il suffit de, mais comme quoi on n'a pas forcément besoin de réinventer l'eau chaude pour lutter contre les feux de forêt. Merci beaucoup Alexandra, on arrive à la fin de cette émission, on mettra évidemment la référence de l'article de The Conversation sur le site de Recherche en cours. C'est intéressant cette redéfinition de catastrophe naturelle, c'est pas si naturel que ça. Merci à Gilles Brézard à la réalisation ce matin, merci encore à Pierre Ecker, à la Trotman d'avoir été avec nous ce matin. Prochain Recherche en cours le 14 décembre, mais tout de suite vous retrouvez Gilles Bourgarel et son équipe pour Brasil Alto Astral. À bientôt.